Et l'histoire des Juifs de France à présent, un nouveau numéro et bien sûr comme chaque jour en compagnie de Christophe Dard. Et avec Christophe ce matin, nous allons rouvrir notre dossier consacré à l'écrivain et grand reporter Joseph Kessel. Né en 1898 en Argentine dans une famille juive russe, il arrive en France à l'adolescence, s'engage dans la Première Guerre mondiale, puis au gré de ses nombreux voyages, il commence à écrire des romans, également des reportages publiés dans la presse, ce qui lui permet de devenir très célèbre dans les années 30. Christophe, au cours de ses déplacements à l'étranger, Joseph Kessel voit avec inquiétude, c'est vrai, la montée du nazisme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il quitte le journal Candide qu'il avait cofondé en 1928 en raison d'une ligne éditoriale ouvertement antisémite et pro-hitlérienne. Et il est même l'un des premiers à prendre conscience de la montée du nazisme puisqu'il est présent à Berlin dès 1932. Il y est envoyé en fait pour couvrir l'élection présidentielle qui oppose alors le maréchal Hindenburg et Hitler, qui n'est pas encore chancelier à ce moment-là. Ce sera le cas donc quelques mois plus tard. Et voilà d'ailleurs ce que Kessel écrira par la suite. J'ai vu comment se préparait ce climat d'insensibilité à la mort et à la guerre civile. C'était une question de haine. Quand la haine est arrivée à ce point, la vie humaine ne compte plus. Hitler avait bâti toute sa propagande sur l'excitation, la religion de la haine. J'ai été dans un autre quartier ouvrier, très pauvre. Ils écoutaient avec avidité un agitateur qui portait la chemise brune, dont je sus après qu'il avait été un leader syndicaliste. Il était habitué à manier les foules. Il ne donnait aucun programme, tout n'était qu'appel aux instincts les plus primitifs. Ces forgerons de la haine transformaient des gens paisibles en fanatiques. Et cela va lui inspirer un roman bouleversant, publié en 1936, La Passante du Sans Souci. L'histoire est celle d'un homme en fait installé au bistrot du Sans Souci à Montmartre et qui observe une belle femme qui le fascine et avec laquelle il discute. Et il apprend qu'elle se nomme Elsa Wiener, qu'elle a été contrainte de fuir l'Allemagne nazie et qu'elle chante depuis dans les cabarets en France. Son mari a été déporté dans un camp de concentration en Allemagne et elle est accompagnée d'un enfant juif, Max, infirme après des sévices infligés par les nazis. Alors comme bon nombre de ses ouvrages, car on en avait déjà parlé et on en reparlera, La Passante du Sans Souci a été adaptée au cinéma bien des années plus tard, en 1982, avec Romy Schneider, ce qui sera d'ailleurs le dernier rôle sur le grand écran de l'actrice. En parlant de cinéma, Kessel signe des scénarios et des dialogues de plusieurs films également dans les années 30 et lorsqu'il part pour les États-Unis, le 7e art lui fait les yeux doux, mais l'aventure américaine tourne court. Et quand éclate la Seconde Guerre mondiale, Joseph Kessel couvre ce que l'on appelle la drôle de guerre. Vous savez, cette période où il n'y a pas de combat, où on se dit qu'à tout moment ça va éclater, puis finalement il ne se passe rien pendant plusieurs mois. Il travaille pour Paris Soir, le journal le plus vendu à l'époque, et puis ensuite notre homme passe par les Pyrénées clandestinement avec son neveu, l'écrivain et historien Maurice Druon. Ainsi, il rejoint Londres. Il s'engage dans les forces aériennes françaises libres et de par son action de résistant, il va à la fois combattre et écrire aussi dans un pub de Londres les paroles du chant des partisans. La musique, initialement composée en 1941 sur un texte russe, est inspirée d'une mélodie populaire slave et c'est une Française, Anna Marly, ancienne immigrée russe qui, en 1940, avait quitté la France pour Londres, qui l'a composé, le chant des partisans, qui devient en mai 1943 l'indicatif d'une émission de la France libre diffusée sur la BBC, Honneur et Patrie, et c'est véritablement l'hymne de la résistance. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Un extrait du chant des partisans lors d'un hommage à Daniel Cordier, le résistant, c'était en novembre 2020 aux Invalides. Et Kessel écrit aussi à cette période un roman, L'Armée des Ombres, publié à Alger fin 1943. L'Armée des Ombres serait, selon Kessel, une commande du général de Gaulle qui lui aurait demandé d'écrire un livre pour apprendre au monde ce qu'est la résistance française. Oui, effectivement, c'est assez prémonitoire. On y découvre un récit fait d'anecdotes et d'histoires individuelles de résistants, avec pour narrateur principal un cadre de la résistance, Philippe Gerbier. L'Armée des Ombres, qui sera également adapté au cinéma, on en a déjà parlé, par Jean-Pierre Melville en 1969 avec Lino Ventura dans le rôle principal de Gerbier, la Seconde Guerre mondiale, qui va aussi inspirer un autre roman à Joseph Kessel, Les Mains du Miracle, une biographie romancée d'un thérapeute finlandais qui avait soigné Heinrich Himmler, vous savez, le sinistre chef des SS, et qui avait obtenu de sa part la libération de milliers de prisonniers des camps de la mort. Alors Joseph Kessel a terminé la guerre comme capitaine dans l'aviation. Après la libération, il repart en voyage pour des reportages publiés
publié dans le journal François. Et il assiste notamment au procès du maréchal Pétain en juillet-août 1945 et puis aussi celui du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Il s'agit du procès de Nuremberg qui a été intenté par les puissances alliées contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich qui ont été alors accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ce procès de Nuremberg qui a été la première étape de la mise en œuvre d'une juridiction pénale internationale. Par ailleurs, en 1948, Joseph Kessel reçoit le tout premier visa délivré par Israël. Il arrive à Haïfa le 15 mai, le lendemain de la proclamation de la fondation du nouvel État par David Ben Gurion, et alors même qu'une coalition de pays arabes vient de lancer une guerre contre l'État juif. Eh oui, le premier visa donc délivré par Israël, c'est pour Joseph Kessel. Et en 1955 va paraître Le Tour du Malheur, fresque autobiographique en 4 volumes que Joseph Kessel a mis 20 ans à écrire. Et quelques années plus tard, dans un registre complètement différent, en 1958, il publie Le Lion. Vous l'avez peut-être déjà lu, Iliana, parce que c'est souvent assez lu par les enfants, notamment dans leur jeunesse, qui a pour cadre en fait la région du Kilimandjaro au Kenya. Et l'histoire, c'est celle d'une amitié entre une fillette nommée Patricien, un lion appelé King, recueilli alors qu'il était lionceau et rendu depuis à la vie sauvage. Un livre indispensable pour les parents qui ont ou qui attendent des enfants. Et contre toute attente, ce roman, c'est celui finalement qui sera le plus gros succès de Joseph Kessel. Plusieurs millions d'exemplaires, la critique le salue et le général de Gaulle, lui-même, lui écrit pour lui faire part de toute son admiration. En 1961, Kessel publie le livre Terre d'amour et de feu qui revient sur ses 3 voyages en terre d'Israël à 3 périodes différentes, en 1924, en 1948 et en 1961. Cette même année, il couvre d'ailleurs le procès Eichmann à Jérusalem, criminel de guerre nazi, on le rappelle, responsable logistique de la solution finale qui avait été capturée en Argentine par le Mossad. Et en 1967, c'est l'Afghanistan qui va servir de cadre au roman Les Cavaliers, jugé par beaucoup comme le chef-d'œuvre de l'œuvre du travail littéraire de Joseph Kessel, un pays d'ailleurs que Kessel connaît bien, puisqu'il l'avait découvert quelques années auparavant pour le tournage d'un film dont il a écrit le scénario, La Passe du Diable. À cette occasion, il découvre ce qu'on appelle le bouzgaki. C'est un jeu équestre au cœur des steppes d'origine mongole, particulièrement violent d'ailleurs. Et puis dans un tout autre registre, parce que vraiment notre homme est très divers dans ses choix et dans ses sujets, il va aussi écrire un ouvrage qui s'appelle Les Alcooliques Anonymes en 1960, qui est lié à son histoire personnelle, ou plutôt celle de sa compagne, une Irlandaise, Michelle O'Brien, qu'il avait rencontrée pendant la guerre et qui souffre d'une sérieuse dépendance à l'alcool. En 1962, Joseph Kessel fait son entrée à l'Académie française, enfin au fauteuil numéro 27. Le grand reporter et écrivain au look débraillé, au visage buriné, porte désormais l'habit vert sous la coupole, ce qui n'est, Christophe, pas vraiment son univers. Non, et d'ailleurs certains vont pas beaucoup apprécier, à vrai dire, qu'il soit nommé à l'Académie française, parce qu'il n'est pas vraiment dans les clous de l'institution. Et il faut dire pourtant qu'il a eu un rapport fort avec l'Académie depuis pas mal de temps, puisque l'institution créée par Richelieu au XVIIe siècle lui avait remis 2 prix littéraires dans les années 20. Et lors de son discours de réception en 1964, il revient sur ses origines russes et sur son judaïsme, je vous le cite, pour remplacer le compagnon dont le nom magnifique a résonné glorieusement pendant un millénaire dans les annales de la France, dont les ancêtres grands soldats, grands seigneurs, grands dignitaires, amis des princes et des rois ont fait partie de son histoire d'une manière éclatante. Pour le remplacer, qui avez-vous désigné ? Un russe de naissance et juif de surcroît, un juif d'Europe orientale. Vous avez marqué par le contraste singulier de cette succession que les origines d'un être humain n'ont rien à faire avec le jugement que l'on doit porter sur lui. Et Joseph Kessel fait même graver une étoile de David sur son épée d'académicien. Il meurt en 1979 à l'âge de 81 ans au terme d'une vie bien remplie et riche d'expériences. Merci beaucoup Christophe pour ce numéro de l'histoire des Juifs de France consacré à Joseph Kessel.